Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, l'hôpital Albert Royer agonise, les travailleurs ruent dans les brancards. Ils protestent contre l'insuffisance du personnel ainsi qu'un sérieux défaut d'approvisionnement en médicaments. Les blouses blanches menacent d'aller en grève dès le début du mois d'août si rien n'est fait. Chasse au plastique, l'État risque de trouver les commerçants sur son chemin. Ces derniers ne comptent pas respecter l'ultimatum d'Abdou Karim Sall, faute d'alternatives. Des alternatives au plastique qui existent pourtant, reportage à suivre. Et puis comment le Sénégal compte tirer le maximum de profit de la zone de libre-échange économique continentale? Quels sont nos atouts à faire valoir? On vous explique tout dans un instant. En sport, faut-il craindre le pire à 24 heures du match Sénégal-Bénin? Certains joueurs n'ont pas pris part à la séance d'entraînement du jour. À suivre les explications du docteur des Lions. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Rupture de médicaments, manque de personnel, matériel vétuste. Les travailleurs de l'hôpital Albert Royer se sont fait entendre ce matin. Ils réclament de meilleures conditions de travail. La structure fonctionne au ralenti selon eux. Si rien n'est fait, l'intersyndicale projette une grève dès le début du mois d'août. Reportage Mahmoud Lamine Diaye et Diafar Abba. L'heure est grave à l'hôpital Enfant Albert Royer, confronté à plusieurs difficultés, selon l'intersyndicale des travailleurs. Pas citer tout. C'est le laboratoire qui presque ne fonctionne pas. Toujours, il y a des ruptures d'intrants et ruptures de réactifs. Aussi, la chirurgie, donc, qui est là infantile, presque, ils opèrent 2 jours ou une journée donc, dans la semaine, ce qui est déplorable. Donc, il y a des malades à qui on a programmé, ça fait 2 ou 3 ans, qui courent derrière donc, une opération. Je pense qu'aujourd'hui, même un poste de santé fonctionne mieux que l'hôpital d'enfants Albert Royer. Au cours de ce sit-in, les blouses blanches dénoncent aussi la situation délétère des vacataires. Ce personnel-là, ils ne vivent que du calvaire. Donc, je peux vous dire que 80% du personnel d'Albert Royer sont des vacataires. Et ces vacataires-là ne sont même pas considérés. C'est inhumain même. On les traite comme des moins que rien. Alors que c'est des gens qui ont des mêmes diplômes que nous, qui méritent du respect, qui méritent une considération. Les protestataires donnent à la tutelle un ultimatum de 2 mois pour satisfaire leurs revendications, faute de quoi ils menacent d'aller en grève à partir du 1er août. Si cette administration-là ne fait rien pour ces vacataires-là, c'est sûr que nous, on ira même jusqu'à déposer toutes nos seringues et trucs et sortir dans la rue, oui. Parce que on est prêt cette fois-ci pour régler définitivement les questions, les problèmes en tout cas qui gangrènent cet hôpital-là. D'accord, vous envisagez de déposer un préavis de grève? C'est déjà fait. On a déposé donc un préavis de grève depuis le 1er juillet. Et ça rentrera en vigueur le 1er août. Albert Royer, un hôpital de référence qui accueille des enfants du Sénégal et même de la sous-région, a besoin d'être sauvegardé. Rififi autour de la gestion de la gare routière de Rufisque. Certains membres du regroupement des chauffeurs accusent le président de mauvaise gestion et décident de ne plus payer les taxes d'ailleurs. Ils en appellent à l'arbitrage de l'État. Ousseynou Thiam et Ahmadou Bamba Somb. C'est plus la parfaite entente entre une partie des membres du regroupement des chauffeurs de la gare routière de Rufisque et le président du comité de gestion. Ces derniers accusent le président Fallou Samb de népotisme et de mauvaise gestion. 530 millions. Nous lui réclamons de faire la lumière sur les 530 millions durant ces 3 ans de gestion. Depuis qu'il est là, il ne cesse de verser dans le népotisme en recrutant sa femme, sa nièce et ses neveux. La gare routière doit être gérée par les chauffeurs et non des profanes en la matière. Très déterminés, ces chauffeurs interpellent les autorités et décident de ne plus payer aucune taxe à compter de ce mardi. À l'unanimité, nous avons décidé de ne plus s'acquitter des taxes à compter d'aujourd'hui et nous interpellons les autorités parce que nous ne voulons pas de problèmes qui surgissent. Joint au téléphone, le président Fallou Samb décide de ne pas répliquer pour, dit-il, donner du crédit à ses propos.
Merci Ousseynou. Les longues détentions préventives et la surpopulation carcérale poussent à la révolte. Les détenus, on assiste à de plus en plus de mouvements d'humeur dans les prisons. Nous vous parlions de la grève de faim des détenus de la maison d'arrêt de Mbour, grève qu'ils ont suspendue après une rencontre avec le juge d'instruction et de procureur de la République. Alors pourquoi pas une limitation de la détention préventive en matière criminelle à 2 ans? C'est une idée de la Ligue sénégalaise de défense des droits de l'homme, Mambiram Diouf, Thierno Laurent Mendy. Certes, des efforts sont faits, reconnaît Maître Hassan Diomandiaye, mais il reste beaucoup à faire avec le décret d'août 2015 suite à l'adoption de la loi numéro 2014-26 du 3 novembre 2014 fixant l'organisation judiciaire du Sénégal. Les chambres criminelles devraient permettre une flexibilité, mais ce n'est toujours pas le cas. Même la régularité de ces chambres criminelles, 1 fois par mois ou 2 fois, cette régularité n'a pas permis de résorber, notamment à Dakar, à Mbour et à Thiès. C'est vrai que pour les autres régions, le problème ne se pose pas parce qu'il y a moins de dossiers. Mais à Dakar, on constate que des personnes sont en détention provisoire depuis 2015, de même à Thiès. Et même à Mbour, parce que c'est une juridiction nouvelle, les dossiers de Thiès ont été reversés en partie à Mbour. La non-limitation de la détention préventive en matière criminelle favorise la surpopulation carcérale. Le combat n'est toujours pas gagné, malgré les nombreux plaidoyers. Aujourd'hui, l'expérience montre qu'un juge d'instruction peut faire son information dans un délai maximum de 2 ans et renvoyer la personne. Parce que nous savons que les investigations aujourd'hui, c'est l'audition des parties. Et les juges d'instruction n'ont pas de moyens de faire des transports sur les lieux, des reconstitutions de faits, des expertises, si bien qu'on entend les parties en cause, les témoins et on renvoie. Il demande au procureur d'alléger la qualification des faits pour une souplesse dans le traitement des dossiers et plaide pour l'élargissement du fonds d'assistance judiciaire de l'instruction à l'audience en dehors de la commission d'office d'un avocat. Dès qu'une personne est arrêtée et dès qu'une information est vote en matière criminelle, qu'on désigne un avocat et qu'on lui donne les moyens déjà de suivre l'instruction. Maintenant, si on arrive à l'audience également, l'avocat pourra avoir une certaine somme qui lui est versée pour assurer l'audience. Mais là, on assure que la phase de l'audience où l'avocat est rémunéré, mais pendant la phase d'instruction, l'avocat n'est pas rémunéré. Même si le commis d'office, évidemment, il ne faut pas s'attendre de lui à ce qu'il laisse ses propres dossiers où il est honoré par rapport à des dossiers pour lesquels il n'est pas honoré. Plus d'avocats pour couvrir les détenus et les peines de substitution aussi recommandées pour ceux emprisonnés pour des délits de 2 à 3 mois. Cela pour limiter les difficultés dans les prisons. Et puis la décision d'appliquer d'ici 1 mois la loi anti-plastique laisse dubitatif les commerçants. Au marché Castor, ils se demandent comment le ministère de l'Environnement va s'y prendre. Vous allez le voir, visiblement, c'est pas gagné. Reportage Maguette Souare-Diallo et Younous Diatta. La campagne de lutte contre le péril plastique lancée par l'État du Sénégal, marché Castor de Dakar, il est 12 h. Certains commerçants retrouvés sur place restent sceptiques. Les autorités n'ont qu'à apporter des alternatives s'ils décident d'interdire l'usage et la commercialisation des sachets plastiques. Il y a quelques années, c'était interdit, mais il n'y a pas de suivi. Personnellement, je suis vraiment contre cette décision. S'ils ont des alternatives, nous accepterons. Mais au cas contraire, ça ne sera pas possible. D'autres sont catégoriques. Les sachets plastiques devraient être interdits. La loi respectée à l'unanimité. Je suis pour cette interdiction. Il faut supprimer les sachets plastiques. Ils dégradent considérablement l'environnement. On l'avait interdit il y a des années de cela, mais il fallait faire un suivi et on allait respecter l'interdiction. Mais là, cette fois-ci, on va respecter la loi. On est obligé de le faire. L'usage, la production et la commercialisation du plastique seront bientôt prohibés. Les commerçants de Castor espèrent une alternative avant l'application de la loi. Alors, merci beaucoup Maguette. Des alternatives, il en existe, les matières biodégradables par exemple. Dans tous les cas, l'impact négatif des sacs plastiques sur l'environnement est un secret de Polichinelle. L'heure est donc à la sensibilisation. Fatih Dieng, Diafaraba. La production, la détention, la commercialisation
de certains sachets en plastique interdits. Ces sachets, toujours présents, leur utilisation a un impact négatif sur l'environnement, le secteur primaire très affecté. Quand vous semez sur le plastique, les graines ne vont pas pousser. Donc les plastiques pourraient entraîner l'appauvrissement des terres et la baisse des rendements, donc en ce qui concerne le secteur agricole. En ce qui concerne le secteur de l'élevage, nous avons tous fait la remarque. Moi, la remarque que j'ai faite, et je crois que c'est valable pour tout le monde, c'est que quand un animal consomme le plastique, il ne peut pas le digérer. Forcément, le plastique va lui poser des problèmes et il s'en suivra la mort. Donc, en ce qui concerne également le secteur de la pêche, il y a des scientifiques qui avancent que d'ici 2050, il y aura beaucoup plus de déchets plastiques dans les océans que de poissons. M. Baroum prône la sensibilisation. Il faut que l'État du Sénégal puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la loi puisse être effective d'abord, puisqu'il y a déjà une loi du point de vue réglementaire. L'environnementaliste propose l'utilisation des matières biodégradables. Il faut que les industries qui fabriquent le plastique puissent trouver d'autres alternatives, parce que nous sommes déjà habitués au plastique. Quand vous partez au marché, donc on vous met tous les produits dans un sachet plastique. Maintenant, c'est aux industries de trouver des alternatives biodégradables. Le plastique peut vivre de 2 semaines jusqu'à 5000 ans. Il faut rappeler que la loi ne concerne que les sachets en plastique de faible micronage. Et puis le cadre unitaire de l'islam au Sénégal dénonce la promotion de l'homosexualité. Les membres sont catégoriques, ils condamnent et proposent des pistes de réflexion pour la protection de la famille. Le cadre unitaire de l'islam au Sénégal a tenu une rencontre dans ce sens. Compte rendu, Maguette Aminata Barisso et Mohamed Djeng. Autour de cette table, les membres du cadre unitaire pour l'islam au Sénégal. Cette entité composée d'universitaires mais également de représentants des familles religieuses au Sénégal condamne le débat autour de l'homosexualité. Depuis quelques jours, nous avons été au courant d'une situation où, en tout cas, des structures étrangères mais exerçant au Sénégal ont eu à poser, en tout cas, des actes qui puissent disons, vulgariser ou bien défendre les droits de certains groupes qu'on peut appeler, en tout cas, hors normes. Parmi ces groupes, on peut citer un phénomène qu'on appelle l'homosexualité. Nous, en tant que cadre unitaire, en tout cas, nous avons pris notre responsabilité pour condamner cet acte, pour dire que nous n'acceptons pas que des groupes, d'où qu'ils puissent venir, puissent nous imposer leur position face à ce problème de l'homosexualité. Une question qui, de l'avis de la sociologue Fatou Soussar, remet sur la table la structuration de la famille. Nous avons, à travers les recherches faites par des sociologues sénégalais, en l'occurrence notre consoeur Fatou Soussar, qui est membre du cadre, sur des études qu'elle a menées sur la famille pour voir comment, en tout cas, rendre à la famille son véritable rôle dans notre société. Et c'est à ce titre que, sur la base de ces études, nous ne nous limitons pas seulement à la condamnation. Nous allons œuvrer pour que la société sénégalaise puisse retrouver les fondamentaux qu'on inculque à ses membres au sein de la famille, au sein de la cellule familiale, pour que de telles dérives ne puissent pas en tout cas, nous mettre dans une situation où nous serons, en tout cas, enclins à vivre dans une société où des dérives comme l'homosexualité puissent se vulgariser. Donc, et pourtant, de l'avis toujours de la sociologue, le caucus des femmes avait sonné l'alerte au cours de la campagne présidentielle passée. Ces femmes avaient déjà posé le débat aux 5 candidats en course pour voir quelle famille pour le Sénégal.
Merci Amina. Et puis un mot sur le financement des ONG. Le président de la LSDH pour un meilleur contrôle de ces organisations par l'État afin qu'elles restent dans leur mission. Cette veille permettrait également au gouvernement de superviser les cahiers des charges de ces organisations. Maître Hassan Diomandia est avec Mambiram Diouf. Au niveau de la Ligue sénégalaise, c'est du bénévolat. Nous nous autofinançons de par les contributions volontaires. Pour les autres ONG qui arrivent à avoir des financements, c'est des financements très fléchés. C'est-à-dire on vous donne un programme, on vous demande d'exécuter en collaboration avec le bailleur, mais vous justifiez à la lettre. Le bailleur, il ne donnera jamais son argent si vous ne justifiez pas. Et une fois que vous n'aurez pas justifié un précédent financement, vous n'aurez plus de financement. Et aucune ONG ne peut s'enrichir aujourd'hui et tout l'argent qui provient des pays développés, c'est contrôlé par les parlements, par les finances publiques de ces pays. Donc maintenant, pour les ONG étrangères qui viennent avec leurs moyens, évidemment, ça c'est un autre problème. Puis revenons sur la rencontre du cadre unitaire. Des enquêtes menées dans la région de Dakar et Touba ont permis de recenser le nombre de daras dans la capitale sénégalaise et à Touba. 2042 daras sont comptabilisés à Dakar et Touba. C'est un total de 1522 daras. Écoutons à ce propos Abdul Aziz Maké Madialis, vice-président du cadre unitaire avec Abinatan Barisso. Le cadre a décidé, le cadre qui est composé de religieux, d'universitaires, de s'engager dans cette problématique en apportant des solutions endogènes. Parmi ces solutions, l'initiative de mettre en place une cartographie géolocalisée des daras qui a, à l'état actuel des choses, permis de recenser au niveau de la région de Dakar 2042 daras, correspondant presque à 200 000 enfants talibés, dont 25% mandjis. Cette même cartographie réalisée dans la ville sainte de Touba a permis de recenser 1522 daras et nous comptons faire la mise à l'échelle et élargir cette cartographie dans toutes les régions du Sénégal. Cette cartographie devrait nous permettre de mieux nous attaquer à la problématique de la mendicité. Puis parlons du contenu local, de la gestion et de l'exploitation du pétrole et du gaz précisément. L'association des professionnels de banques et établissements financiers se dit préoccupée par cette question. L'idée est d'aller à la rencontre des travailleurs impliqués pour permettre aux établissements financiers de profiter des retombées du gaz et du pétrole. Écoutons Seydou Nouroussi, vice-président de l'association. Nous nous sommes rendus compte et nous sommes conscients du rôle des banques dans le financement du pétrole, notamment du contenu local. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, effectivement, c'est de voir en matière de réglementation quels sont les critères qui permettent, disons, aux entreprises sénégalaises de pouvoir intervenir dans le financement du pétrole, des activités du pétrole ou annexes. Et derrière, nous, en tant qu'acteurs financiers, nous avons retenu avec l'autorité nationale d'être beaucoup plus présents et de pouvoir accompagner les acteurs économiques qui vont vouloir intervenir dans le secteur du pétrole. Le contenu local ne peut pas être financé par des banques étrangères. Le contenu local ne peut être financé que par des banques sénégalaises. Et aujourd'hui, dans le cadre effectivement donc, de l'accompagnement des investissements et aussi des besoins d'exploitation de ces entreprises, l'APBF a pris la décision de pouvoir s'impliquer davantage. Et puis, le Conseil national du crédit du Sénégal a tenu sa 25e réunion, occasion saisie pour la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest de faire part de la situation du système bancaire au fin du mois de mars. La BCEAO parle d'un secteur florissant qui fait face à quelques manquements. L'instauration de la monnaie unique ECO a été évoquée et la question d'une difficulté de trésorerie de l'État du Sénégal. Compte rendu Ibou Diouf et Pape Sangone Baye. Comme à l'accoutumée, la BCEAO passe à l'évaluation. Le système bancaire sénégalais est en parfaite mutation. 1 820 000 comptes bancaires, 7 200 milliards de francs CFA affichés par les banques et 5 860 milliards comme ressources collectées à travers les dépôts et les crédits. La BCEAO parle d'avancées avec quelques dysfonctionnements. Les conditions d'octroi de prêts garantissent surtout. Parce que paradoxalement, ce n'est pas le coût, mais c'est plutôt les garanties et les délais de réponse. La qualité du suivi des réclamations de la clientèle. Les clients se plaignent beaucoup que quand vous faites une réclamation, le suivi n'est pas diligent. Et enfin, l'adéquation de l'offre et de la demande de services bancaires. La question de la monnaie unique est encore d'actualité dans l'espace sous-régional.
l'institution bancaire suit de près le processus. Déjà dans un processus intégré, on veillera en tout cas que ce processus intégré autour du CFA, l'évolution vers l'éco, que ça se fasse également de façon rationnelle, de sorte que tous les avantages que nous avons aujourd'hui du système CFA, nous puissions les retrouver dans l'éco à travers la stabilité. Dans l'actualité économique aussi, certaines informations font état de quelques difficultés de trésorerie de l'État du Sénégal. Tous les États sont endettés. Tous les États ont presque des déficits budgétaires. Ce déficit budgétaire se finance par quoi? Par soit le système bancaire, soit par, disons, des prêts de l'étranger. Et donc, à un moment ou à un autre, effectivement, il faut toujours faire la part des choses entre la fiscalité et l'endettement. À fin mars 2019, le système bancaire sénégalais est composé de 2 holdings, 29 établissements de crédit agréés, 25 banques et 4 établissements financiers. Le Conseil national du crédit du Sénégal a tenu sa 25e réunion pour tirer le bilan des activités financières. Merci Ebou. Et puis restons dans le chapitre économique pour parler de la ZLECAf et comment tirer les marrons du feu de l'intégration économique qui est la ZLECAf, la zone de libre-échange économique continentale africaine. Vous le savez, c'est rentré en vigueur dans sa phase opérationnelle depuis ce dimanche. Alors par quel stratagème se positionner comme un acteur actif dans ce marché intra-africain? Élément de réponse, Aïssatou Paye et Pape Sangoune Mbaye. Lancement de la ZLEC ou ZLECA, une aubaine pour les pays africains, un coup de fouet à leur commerce. Mais à qui va profiter cette mise en place de la zone de libre-échange continentale? La CEDEAO dépasse l'Afrique centrale en termes d'intégration. Mais dans la CEDEAO, si on dit que le Nigeria doit libéraliser 90% comme tous les autres dans la CEDEAO et que la Guinée-Bissau, qui est à un niveau de développement beaucoup plus faible, doit faire la même chose, il est évident que la Guinée-Bissau pourrait avoir des difficultés. Donc il faut trouver le moyen d'accorder un traitement spécial et différencié à ces pays qui n'ont pas un niveau de développement assez avancé. Traitement spécial pour accorder les violons. Quelle stratégie va-t-il falloir adopter pour ces petits pays? La Guinée-Bissau, le Mali, le Burkina, la Gambie et autres petits pays peuvent aussi avoir accès à des marchés si on réussit à créer les conditions de l'industrialisation et de la transformation. Ce sont des pays qui ont des ressources, notamment des productions agricoles et autres, et développer le tissu industriel, mettre en place les petites et moyennes entreprises peuvent leur permettre de se positionner dans les premiers segments des chaînes de valeur. À préciser, plusieurs défis à relever. Faire en sorte que toutes les barrières, surtout non tarifaires, les tracasseries administratives, le mauvais état des routes, la non-coordination des politiques douanières et autres entre les pays seront autant de défis qu'il faudra résoudre. L'autre défi qu'il faudra résoudre impérativement, ce sont les régions qui sont des unions douanières, parce que les régions africaines ne sont pas sur le même niveau d'intégration. La CEDEAO dépasse l'Afrique centrale en termes d'intégration. 54 pays africains autour d'un objectif: changer le visage de l'Afrique en industrialisant et en libéralisant son économie. Merci à Aïssatou. Et puis la mauvaise qualité de semences que les producteurs ont reçues cette année va engendrer une importante baisse de la production d'oignons à Potou dans la commune de Léona. Dans cette zone, le rendement qui avait été estimé à 55 000 tonnes d'oignons va connaître un déficit de plus de 4 500 tonnes et un manque à gagner d'1,5 milliard de francs CFA pour les horticulteurs. Une situation qui inquiète beaucoup ces derniers qui vont faire face à leurs engagements. Reportage Tchernophal. La production de l'oignon cultivé dans la zone de Potou ne pourra pas atteindre les 55 000 tonnes qui étaient prévues pour cette année. Cette situation est à l'origine de la mauvaise qualité des semences que certains producteurs ont achetées. Plusieurs hectares emblavés ont été touchés dans cette partie des Niayes et les pertes sont estimées à plus de 4 500 tonnes d'oignons, soit environ 1,125 milliard de francs CFA. Le fournisseur de la semence concernée, après avoir constaté les dégâts, promet une compensation aux sinistrés. On a un problème cette année de semences et on ne souhaite pas le répéter l'année prochaine
Il y a une évaluation à faire sur le terrain. J'ai fait le constat, eux aussi, ils ont fait le constat. On est venu pour leur compenser. On est venu aussi pour trouver une solution, pour voir comment se mettre dans une piste de réflexion pour l'année prochaine. Cependant, malgré cet engagement du semencier, les producteurs restent toujours dans l'inquiétude, car selon eux, ce dernier ne pourra pas leur rembourser tout ce qu'ils ont perdu. C'est pourquoi ils demandent l'aide de l'État. ñaari weer nga engrais foo nga labourer nga jël surga di ko fay weer yooyu yëpp ak li ci am ba àgg fii tey pour nga fay ko lépp li mu war a am yombul loolu état rek moo ci mën a compenser dara ñu xam. Ce regrettable incident a aussi affecté d'autres producteurs dans les communes de Ndiobène Gandiol et de Thiep qui ont aussi perdu des centaines d'hectares. Puis va-t-on vers une hausse de l'oignon et de la pomme de terre à quelques jours de la Tabaski? Les producteurs et commerçants de Thiès et de la zone des Niayes alertent sur une possible hausse des prix. Selon eux, une disparition de l'agence de régulation des marchés impacterait l'homologation des prix. Les choses peuvent donc changer. Néanmoins, ils assurent pour l'heure que le marché est très bien approvisionné. Charante Diop, c'est la tire. Quelques semaines de la Tabaski, les producteurs d'oignons et de pommes de terre de Thiès tirent la sonnette d'alarme sur l'éventualité de la dissolution de l'agence de régulation des marchés, l'ARM. jafe-jafe yi mooy dafa am lu ñu dégg ñu ni dañoo jël ay mesures pour jéem a jël li ñuy wax ARM pour boole ko ak beneen organe. Nous avons appris que des mesures sont prises pour la dissolution de l'ARM. L'agence de régulation des marchés, elle sera rattachée à un autre organe. Ce n'est pas une bonne chose. C'est cette agence qui homologue les prix. Si ça disparaît, les prix peuvent flamber à cette veille de fête de Tabaski, au grand temps des consommateurs, producteurs et commerçants. Su ndee ba toog tey di ko seetaan ñun consommateur war na ci jóg wax ci producteur war na ci jóg wax ci commerçant war nañu jox ci parce que consommateur tax mu ciy jóg mooy prix yu bëri yu ñu homologué ARM moom moo koy def. Par ailleurs, profitant de cette rencontre, les commerçants estiment que le marché sera bien approvisionné en pommes de terre et en oignons pour la fête de la Tabaski. yaakaar naa ne soble ni mu amee ren dafa jéggi dayoo dafa bëri mais wàññi ko wul ak pomme de terre soble bi gën a baax 300 francs la jar kilo bi pomme de terre bi ci gën a baax boo xoolee sac de 25 ñu ngi koy jaay 8000 francs mooy 320. Il y a des tonnes de pommes de terre et d'oignons dans tous les marchés du pays et même dans la zone des Niayes. Il y a une surproduction. Zone des Niayes bari na parce que ñoom ña ngi jooy dañoo bëgg a jaay seen pomme de terre. Fort de ce constat, ces producteurs demandent à l'État d'arrêter l'importation de l'oignon et de la pomme de terre pour permettre aux commerçants d'écouler leurs produits. Merci, cher Hanta. Parlons de l'empowerment des femmes. La coalition d'Elexia for Good a lancé son programme d'autonomisation des femmes. L'idée est de revaloriser cette couche vulnérable de la société en renforçant les secteurs prioritaires comme l'éducation et la santé. Kumba Amatlo et Younous Diatta. Des changements concrets sur le statut de la femme au Sénégal, c'est ce que réclame l'ONG Siggil Jigéen à travers la campagne Deliver for Good, la santé, les droits et bien-être des femmes, entre autres, les points focaux du projet. Le domaine de l'éducation, vous connaissez la priorité en matière d'éducation. L'éducation des filles, leur maintien à l'école le plus longtemps possible, leur accès au savoir pour pouvoir développer leur leadership, leur pouvoir et participer véritablement au changement de ce pays-là. Il y a la question de la santé, particulièrement la santé de la reproduction des femmes et des filles. Vous connaissez le taux de mortalité maternelle et infantile. Vous connaissez la faiblesse du taux de prévalence contraceptive aussi. Les femmes sont à l'état actuel à 23% de couverture contraceptive et que la planification familiale, malgré les engagements de Londres, n'est pas encore véritablement repositionné. Pour une émergence concrète et inclusive, l'ONG demande également l'accès des femmes aux ressources pétrolières et gazières. Les médias, la presse sénégalaise, vous devez véritablement nous appuyer. Tout le monde sait que c'est tout à fait injuste que les richesses de ce pays-là ne puissent être redistribuées de façon équitable et que les femmes et les filles puissent véritablement être servies sur les domaines qui les intéressent, particulièrement la santé et l'éducation. Le projet, étalé sur 5 ans, a pour principal objectif la réalisation des objectifs de développement durable, mais également faire valoir l'égalité des sexes dans les grandes instances de décision.
Sénégal-Bénin, c'est demain. Faisons d'abord le point à l'infirmerie avec ces blessures annoncées. Ismaïla Sarr et Alfred Ndiaye absents de la dernière séance des Lions. Le médecin de la tanière nous fait le point. Il est au micro de notre équipe au Caire. Au niveau de l'infirmerie, on a deux, je ne vais pas dire deux grands blessés, mais il y a Ismaïla Sarr qui a eu un petit souci au niveau de sa cuisse gauche lors du dernier match contre l'Ouganda, et Alfred Ndiaye qui a un problème au niveau de son genou droit. Voilà, Ismaïla, on a préféré le maintenir en salle pour qu'il continue les exercices au lieu de venir ici suivre l'entraînement avec les autres à cause du fait qu'il fait un peu chaud dehors. Et comme que ce qu'il devait faire sur le terrain, il pouvait le faire en salle, c'est pour cela qu'on a préféré le laisser en place sur place. Pour le match de demain, la bataille du milieu de terrain et une transmission rapide du ballon constitueront les clés du match pour les Lions, sans oublier la rigueur défensive montrée durant tout le parcours. Cher Sadibou Diarra et Ibrahima Kane. Le quart de finale Sénégal-Bénin, une véritable bataille tactique en perspective. Un jeu rapide sur les ailes constitue la solution pour les Lions. Un match très tactique, parce que vous savez, quand on parle du football, on parle d'une bonne équipe. Une bonne équipe, c'est une bonne défense d'abord. Si on parvient à jouer 4 matchs et encaisser un seul but, je pense que pour la défense, c'est une très bonne moyenne. Maintenant, la différence se trouve où? C'est-à-dire qu'on a des hommes très rapides. Quand tu joues avec une équipe qui a un bloc d'équipe, parce que les Béninois ils jouent avec un bloc d'équipe, selon le ballon. Ça se déplace selon le ballon. Maintenant, on a des hommes très rapides. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tenir le ballon, aspirer cette équipe, vraiment, et jouer sur les côtés. Et on termine par des centres parce qu'on a des hommes très rapides. Le respect des tâches défensives et la mainmise sur le milieu de terrain, deux facteurs également non négligeables pour l'équipe nationale du Sénégal. On a une équipe qui est devant nous, qui va très vite sur les côtés, qui ont des hommes qui sont très bons sur les côtés. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit régler le problème en défense d'abord. On doit être un bon défenseur, c'est-à-dire faire le bon marquage d'abord. Pour le cas de Gassama, il n'y a pas de problème parce qu'il est très dur sur l'homme. Maintenant, c'est le côté gauche où il y a Sabali qui va tout le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut le bon discours, il faut l'expliquer qu'on joue avec une équipe qui va très vite sur le côté aussi. Quand on gagne vraiment la bataille du milieu, on peut vraiment faire jouer nos attaquants. Partant avec les faveurs des pronostics face aux écureuils du Bénin, les Lions ont l'occasion d'accéder en demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations, 13 ans après leur dernière, en terre égyptienne comme cette année. Alors, intéressons-nous à l'adversaire, le Bénin, qui a marqué 3 buts et en a encaissé 3 également en 4 rencontres. C'est un bloc d'équipe compact et discipliné tactiquement, avec un brin de réalisme, nous dit Ibrahima Kane. Inédite en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations, l'affiche Sénégal-Bénin oppose deux sélections aux aptitudes physiques primordiales. Les écureuils surtout, au vu de leur parcours en Égypte. Dans le groupe F, en compagnie de la Guinée-Bissau et des deux champions d'Afrique que sont le Ghana et le Cameroun, le Bénin termine 3e après 3 matchs nuls. Un intense chassé-croisé de 2 buts partout face aux Ghanéens pour débuter, un nul blanc face aux Durtou, suivi d'un autre devant les Camerounais. Avec 3 points, le Bénin, parmi les meilleurs 3e, se qualifie pour la première fois au second tour de la CAN. Galvanisés par cette performance, les écureuils sortent un match d'hommes face aux Lions de l'Atlas en 8e de finale. À 10 contre 11 pendant plus d'une demi-heure, ils passent à l'issue de la séance des tirs au but après un match nul d'1 but partout dans le temps réglementaire. Sélection composée de joueurs de petits clubs ou de petits championnats pour la plupart, le Bénin va défier le Sénégal sans complexe pour essayer d'écrire la plus belle page de son football. Toutefois, les Béninois restent condamnés à l'exploit. En 4 rencontres face aux Lions du Sénégal, ils n'ont remporté aucun match, juste un match nul et 3 défaites. La communauté béninoise présente au Sénégal compte bien soutenir les écureuils, mais pas tant que ça. Vous allez le voir, ils sont un peu partagés entre le tchéboudienne et le plat d'amiwo, pour ne pas dire entre l'hospitalité sénégalaise et leur pays d'origine. Reportage Djariatou Fall et Mohamed Dieng. Ce mercredi 10 juillet, les lions vont manger les écureuils. Waouh!
À quelques heures du coup d'envoi Sénégal-Bénin, les commentaires vont bon train. Chez la communauté béninoise établie au Sénégal, le match est particulier. Ça va être un match entre Écureuil et Lyon, sur les bords du Nil. Bon, ça promet, moi personnellement, je ne m'accroche pas trop au football, mais c'est vrai que cette rencontre va forcément retenir mon attention, puisqu'étant béninois, 100%, je le réclame, béninois 100%, né au Sénégal, donc sénégalais 100%, panafricain, donc on se réclame ni du Bénin ni du Sénégal, même si bon, ce pays nous a tout donné, on est véritablement sénégalais. Quel que soit le résultat, bon, c'est l'Afrique qui gagne. Pour Awa Mounaya Yani Dimouna, artiste béninoise d'origine sénégalaise, c'est un match déjà gagné. Je suis sénégalo-béninoise ou si vous voulez, bénino-sénégalaise, donc quelle que soit l'issue du match ce mercredi, je gagne. Pascal Aliounou, quant à lui, estime que le Sénégal est favori. Si on est lucide, moi je pense que le Bénin a déjà réussi sa Coupe d'Afrique. Alors au Sénégal, on a Sadio Mané, on veut que Sadio Mané gagne le Ballon d'Or. Aujourd'hui, Salah est out, Sadio Mané dans la course. Ben, écoute, moi, j'ai même envie de dire à mes frères béninois là, mais écoutez, laissez passer le Sénégal. Je vais le dire en fond, hein, je vais le dire ça dans la langue maternelle. Le biome est vraiment Minjo, Sadio Mané, Ballon d'Or, voilà, et puis c'est bon quoi. Le Sénégal joue ce mercredi contre le Bénin à 16h. Les hommes d'Aliou Cissé vont intégrer le dernier carré en cas de victoire. 2 buts de Sadio Mané. Voilà, Béninois du Sénégal. Demain, c'est on gagne ou on gagne. Merci à vous, merci d'avoir suivi cette édition. C'est la fin. Je vous donne rendez-vous demain pour le JT de 20h avec le sourire ou avec des larmes de joie. On ne sait jamais. Rester en compagnie de nos programmes à suivre. Votre série Golden et puis Jour de Cannes qui viendra également sur le match de demain et sur le match de demain, bien évidemment. Bonne suite des programmes sur la télévision Futur Média. À demain.